On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez. Dans cette vidéo, Vladimir Poutine affirme que la Russie utilise les sanctions économiques imposées par l'Occident comme une opportunité pour renforcer son économie et accroître son indépendance. Il justifie la reprise des vols stratégiques russes en réponse aux patrouilles américaines armées de nucléaire, soulignant que la Russie ne fait que défendre ses intérêts face à des menaces persistantes. Poutine critique également l'expansion de l'OTAN vers les frontières russes, comparant cette avancée à la construction de nouveaux murs en Europe. Il rejette les accusations d'agressivité et pointe du doigt les déploiements de systèmes de défense antimissiles américains près des frontières russes comme des provocations. Enfin, Poutine appelle à des relations équilibrées avec l'Occident, basées sur le respect mutuel et la coopération, tout en défendant fermement la souveraineté et les intérêts nationaux de la Russie. Suivons le discours et discutons ensuite. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires?
Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international? Est-ce que c'est nous? Non, ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique. Si nos partenaires occidentaux veulent bien. Vladimir Vladimirovitch, Monsieur le Président, 25 ans se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin. Vous avez vous-même été témoin de cet événement quand vous travailliez à l'époque en RDA. Depuis, on a beaucoup fait, peut-être pas ce que nous avions espéré initialement. Il y avait beaucoup d'espoir, mais quand même, il y a eu des progrès. Grâce à votre persévérance, on était tout près de supprimer l'obligation de visa avec l'Union européenne. Et maintenant, en cette année d'anniversaire de la chute du mur, en quelques semaines à peine, il y a à nouveau un mur qui est érigé. Pas en béton, mais il est là. Un mur invisible d'aliénation, de méfiance, d'accusations réciproques. Et où pensez-vous que ce refroidissement va nous conduire? Certains parlent déjà d'une nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on va habiter dans des mondes séparés ou bien est-ce qu'on a des possibilités pour reconstituer le dialogue et la coopération? Vous avez parlé de la chute du mur de Berlin et actuellement on voit que de nouveaux murs sont en construction. Donc je réponds à cette question et j'espère que sur ce sujet vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons la construction de murs. C'est bien vous qui êtes un spécialiste pour l'Allemagne et pour l'Europe. Après la chute du mur de Berlin, ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y aurait aucune extension de l'OTAN vers l'Est? Malgré tout, celle-ci a tout de suite commencé. Il y a eu 2 vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est. Et cela, n'est-ce pas un mur? Oui, ce n'est pas un mur matériel et réel, mais c'est plutôt un mur virtuel et invisible. Mais on a commencé à ériger ce mur. Et le système de défense américain antimissile en Europe le long de nos frontières, n'est-ce pas un mur également? Comprenez, personne n'a stoppé cela. Et c'est cela le problème principal des relations internationales d'aujourd'hui. Nos partenaires n'ont pas freiné. Ils ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils constituaient l'Empire et que les autres étaient les vassaux qu'il s'agit de descendre. Et c'est ça le problème.
Ils n'ont pas arrêté de continuer partout la construction de ce mur, en dépit de toutes les tentatives et de tous les gestes de notre part pour travailler en commun, sans qu'il y ait des lignes de division en Europe et partout dans le monde. Je pense que notre position intangible par rapport aux différentes situations dans le monde, également en Ukraine, devrait faire comprendre à nos partenaires occidentaux que le meilleur chemin et le plus juste, c'est d'arrêter de continuer à construire de nouveaux murs et de commencer à construire une zone commune humanitaire, de construire une zone commune de sécurité et d'économie. Давайте продолжим. Верницкий, Первый канал. Дайте, пожалуйста, микрофон. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement avec notre économie, est-ce le prix pour la Crimée? C'est maintenant le moment de l'avouer honnêtement. Non, ce n'est pas le prix pour la Crimée. C'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'État. Et cela pour les raisons suivantes. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on s'est totalement ouvert à nos partenaires occidentaux. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ensuite? Le soutien direct et total du terrorisme dans le Caucase du Nord, c'était de l'aide en direct. Comprenez-vous? C'est ainsi qu'agissent les partenaires? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un fait et tout le monde le sait. Dans chaque question, quoi qu'on fasse, on aboutit toujours à des problèmes, à des résistances et à des luttes contre nous de la part de l'Occident. Rappelons-nous les Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi. De quelle manière notre pays s'est préparé pour cet événement, avec quel enthousiasme et quelle joie nous l'avons fait? Avec ces Jeux Olympiques, nous avons voulu organiser une fête non seulement pour nous, mais aussi pour les amis du sport du monde entier. Et c'est un fait réel qu'on a essayé comme jamais auparavant, et jamais avec une telle ampleur, et jamais de façon aussi clairement coordonnée, de discréditer et de calomnier non seulement les préparations pour les Jeux, mais aussi les Jeux Olympiques eux-mêmes. C'est un fait évident. Mais pourquoi cela? Qui a besoin de cela? Et ça continue sans fin. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga. Car à plusieurs reprises, nous avons entendu de la bouche de représentants presque officiels de l'Occident qu'il est injuste que toute la Sibérie, avec ses ressources illimitées, n'appartienne qu'à toute la Russie. Est-ce donc injuste? Arracher le Texas au Mexique, c'était donc tout à fait correct? Que nous vivions sur notre propre territoire, ce serait donc injuste et pour cela on devrait diviser nos terres? Et dès que les griffes et les dents ont été arrachées à l'ours, alors on n'aura plus besoin de l'ours, on fera de lui une descente de lit, un ours empaillé. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la Crimée. Il s'agit de défendre notre autonomie, notre souveraineté et notre droit d'existence. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Si nous partons du fait qu'à peu près 25% de la situation de notre problème économique actuel est causée par les sanctions occidentales, et c'est ainsi, ces sanctions sont de 25 et 30% responsables de la situation actuelle. Nous devons comprendre cela et décider si nous voulons nous maintenir et combattre, et ce faisant, nous améliorons notre structure économique en utilisant les sanctions comme tremplin. Et ainsi, nous deviendrons plus indépendants, renouvelés par ces temps difficiles. Ou alors, voulons-nous que notre peau d'ours soit accrochée au mur? Voilà le choix devant lequel nous nous trouvons. Et cela n'a rien à voir avec la Crimée. Que pensez-vous de ces propos de Poutine?
N'a-t-il pas raison dans sa révolte face à l'oppression de l'Occident? J'avoue personnellement que je ne comprends vraiment pas quel est l'intérêt de l'Occident de provoquer et de faire souffrir des pauvres innocents qui meurent sur le champ de bataille. Vos avis en commentaire. Par ailleurs, le discours de Vladimir Poutine nous offre plusieurs réflexions que nous pouvons adapter à nos vies personnelles et professionnelles. Voici 5 leçons importantes que nous pouvons en tirer. 1. Tirer parti des difficultés pour se renforcer. Poutine affirme que la Russie utilise les sanctions comme un tremplin pour améliorer sa structure économique et devenir plus indépendante. Dans notre propre vie, cela signifie qu'il faut voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Les moments difficiles ne doivent pas être seulement perçus comme des échecs, mais comme des chances de se réinventer et de se fortifier. Comment l'appliquer? Au travail, par exemple, après une critique ou un échec de projet, prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons et d'ajuster vos stratégies. Dans votre vie personnelle, transformez les expériences négatives en occasion de découvrir vos forces cachées et de développer des compétences de résilience. 2. Défendre ses propres intérêts avec détermination sans toutefois nuire aux autres. Poutine souligne que la Russie ne fait que défendre ses intérêts, même si cela contrarie d'autres nations. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par la nécessité de défendre ce qui est important pour nous. Comment l'appliquer? Au travail, ne craignez pas de défendre vos idées ou vos projets, même si cela peut susciter des frictions. Si vous êtes convaincu de la valeur de votre travail, présentez-le avec assurance. Dans la vie personnelle, il est tout aussi crucial de maintenir vos limites et de défendre vos valeurs, même face à la pression extérieure. Toutefois, nous ne devrons jamais poursuivre des intérêts égoïstes au détriment du bien des autres. En réalité, je dirais qu'il convient plutôt de chercher d'abord l'intérêt des autres, car en agissant ainsi, en pensant d'abord à l'autre, nous trouverons le véritable bonheur et nos intérêts ne seront que parfaitement préservés. 3. Être conscient des perceptions et des normes. Poutine remet en question les actions des États-Unis et l'inégalité perçue dans les réactions internationales. Il est essentiel de comprendre comment vos actions sont vues par les autres et de reconnaître que les perceptions peuvent différer. Comment l'appliquer? Dans votre vie professionnelle, prenez en compte l'impact de vos décisions et soyez prêt à expliquer et à clarifier vos intentions pour éviter les malentendus. Dans les relations personnelles, être conscient de la façon dont vos actions peuvent être perçues peut aider à prévenir des conflits et à améliorer la communication. 4. Persévérer malgré les obstacles. Poutine évoque la persévérance de la Russie dans son entrée à l'OMC malgré les nombreuses concessions nécessaires. Cette ténacité est vitale pour atteindre vos objectifs, surtout lorsque les défis persistent. Comment l'appliquer? Dans votre carrière, il est important de maintenir vos efforts et de ne pas abandonner vos objectifs malgré les difficultés. Que ce soit en cherchant une promotion ou en menant à bien un projet complexe, la persévérance est clé. Sur le plan personnel, cette détermination peut vous aider à réaliser vos ambitions à long terme, malgré les obstacles qui se dressent en cours de route. 5. Maintenir son intégrité et son autonomie. Poutine insiste sur l'importance pour la Russie de préserver sa souveraineté et de ne pas se laisser dominer. Cela nous rappelle l'importance de garder notre intégrité et de ne pas nous laisser influencer ou contrôler par d'autres. Comment l'appliquer? Dans un contexte professionnel, cela peut signifier refuser de s'engager dans des pratiques ou des décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs personnelles ou professionnelles. Dans la vie quotidienne, cela implique de maintenir votre indépendance et de rester fidèle à vos principes, même sous pression. Ces leçons tirées du discours de Poutine mettent en lumière des stratégies de résilience, de défense des intérêts personnels et de persévérance face à l'adversité. Elles sont universelles et peuvent guider chacun de nous dans la gestion des défis, tant dans nos carrières que dans notre vie personnelle. Merci de partager avec nous vos points de vue en commentaire. À bientôt.